Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par la CCI de l'Ardèche. J'espère que vous m'entendez bien, que vous nous voyez bien. J'ai partagé mon écran. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je vous informe que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, ben, malheureusement, je vous invite à quitter la session et à le voir en replay a posteriori. Sinon, il sera du coup disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement la CCI de l'Ardèche et ce qu'on va pouvoir proposer aux entreprises du territoire. Avant ça, je voulais vous informer, comme d'habitude, que les caméras sont coupées, que les micros sont volontairement coupés également. Vous avez un système de conversation qui vous permet de poser vos questions, d'interagir avec nous. On a des modérateurs, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez un souci technique aussi, on peut essayer de vous aider. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. À la CCI de l'Ardèche, on vous propose différents types d'accompagnement. On va vous proposer des diagnostics. On organise aussi pas mal de webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui, donc soit animés par mes soins, soit animés par des partenaires et parfois co-animés, comme ça va être le cas aujourd'hui. On organise des sessions en présentiel sur nos différents sites, Priva, Davesieux, Aubenas, donc sur des ateliers de 3 heures, 3 heures et demie, en petits groupes. L'idée, c'est que vous preniez en main des outils, que ce soit rapide et efficace. Je vous ferai parvenir également en lien le programme. Et puis, on vous propose aussi des accompagnements individuels pour travailler sur vos problématiques spécifiques, pour faire vraiment des coachings personnalisés et sur mesure. Un rapide aperçu du programme sur ce premier semestre donc, en Ardèche avec tous les webinaires, les petits déj spécifiques sur la facturation électronique parce que c'est la thématique de cette année, cette réforme qui va impacter toutes les entreprises. Et puis le listing des ateliers pratiques du coup, qui ont déjà eu lieu et qui restent encore qui seront encore organisés du coup, d'ici le mois de juin. Notre programme évolue souvent, donc il ne faut pas hésiter à aller sur notre site internet, comme ça vous voyez toutes les nouvelles dates qui vous sont proposées. Je voulais aussi faire le focus sur deux types d'accompagnement. On a la chance de pouvoir vous proposer dans tout Auvergne-Rhône-Alpes un accompagnement qui s'appelle Atout numérique, qui est intégralement financé par l'Europe et la région, qui vous permet de profiter de 3h30 jusqu'à 11 heures d'accompagnement en individuel. Et parfois la prise en charge d'une session collective jusqu'à 3h30 donc, de session collective. Donc, si jamais vous avez un besoin, travailler sur un site internet, sur du référencement, sur les réseaux sociaux, sur l'intégration de l'IA, sur de l'emailing, voilà, sur de la visibilité en ligne, en tout cas, sachez que ce dispositif est à votre disposition et c'est totalement pris en charge. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. On vous propose aussi un autre dispositif. En ce moment, on a une convention qui est signée avec AGFIS. Donc, si vous êtes éligible à AGFIS, vous pouvez profiter de 21 heures d'accompagnement. Là, ce n'est pas uniquement de l'accompagnement digital, ça peut être de l'accompagnement sur de la gestion, sur du développement durable, sur du marketing, sur de la qualité, etc. Donc, c'est assez large. Donc, si vous cotisez auprès de la GFIS, vous êtes éligible et du coup, on peut vous faire profiter de ce financement-là également. C'est en plus, évidemment, des formations que vous pouvez bénéficier avec AGFIS. Ces deux dispositifs-là sont pas uniquement propres à l'Ardèche. Je sais qu'il y a d'autres entreprises qui sont présentes aujourd'hui dans Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des dispositifs que vous pouvez retrouver auprès de vos CCI. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec vos conseillers CCI, le cas échéant. Voilà pour la petite présentation de notre accompagnement. Je vais laisser Eva partager son écran pour la présentation du jour et on va pouvoir débuter. Je partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Hop, normalement, c'est tout bon. Ça a l'air de fonctionner. Bon. Parfait. Hop. Donc, j'ai l'impression que tout fonctionne, donc c'est super.
Donc voilà, aujourd'hui, je vais co-animer avec Eva. Je me suis présentée brièvement via le programme de la CCI. Moi, je suis du coup Sabine Combaz. Je suis conseillère numérique à la CCI de l'Ardèche et du coup, je vous accompagne sur toutes vos thématiques de communication digitale. Et je vais laisser la parole à Eva si tu veux te présenter brièvement également. Bah déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Eva Alfieri, du coup, je suis consultante SEO chez GetFluence. GetFluence, c'est une plateforme de netlinking. On va en parler un peu plus après. Moi, j'ai 5 ans d'expérience en SEO, e-commerce dans plusieurs secteurs, l'hôtellerie de plein air, le retail et cosmétiques. Chez GetFluence, on accompagne des clients avec pour objectif du coup de rendre les marques visibles sur Google et dans les IA, notamment à travers du SEO et du GEO. Ok, super. Bah, bienvenue en tout cas dans ce webinaire. Bienvenue en Ardèche. Et du coup, on va commencer la petite introduction. Donc, aujourd'hui, que vous soyez commerçant, artisan, dirigeant d'une TPE, d'une PME, que ce soit en Ardèche ou ailleurs, la thématique est la même. Vous avez certainement déjà fait ce constat. Vous avez un beau site internet, c'est une première bonne étape. Mais si personne ne vous trouve sur Google, c'est un peu comme avoir une jolie boutique dans un centre-ville, mais dans une impasse sans panneau de signalétique. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur le référencement et la visibilité web. Et donc, plus particulièrement, on va parler de SEO, de référencement naturel, parce que c'est un levier puissant et souvent qui n'est pas forcément très optimisé côté professionnel. Euh, donc, moi, je suis ravie de pouvoir organiser ce webinaire avec GetFluence parce que c'est quand même un acteur important sur le marché du netlinking et puis ça vous permet d'avoir une approche un peu plus poussée sur la partie référencement. Euh, Si jamais vous avez des questions, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas à utiliser le chat. On va garder un temps dédié à la fin du webinaire pour répondre aux questions. Je laisse juste revenir sur la slide d'avant. Donc, le référencement, en fait, c'est tout simplement l'art de rendre votre site Internet visible sur Internet. Euh, L'objectif, c'est qu'un client qui tape un besoin précis tombe directement sur votre entreprise. Donc, c'est ni plus ni moins que de la visibilité. Le référencement, c'est la visibilité de votre entreprise en ligne. Donc, sur la slide d'après, je vous présente 4 grandes familles pour justement optimiser votre référencement. Il y a le SEO, le référencement naturel. Donc ça, c'est une méthode gratuite qui permet de faire référencer votre site quand il est correctement fait, quand il est de qualité, et ça le permet du coup d'être en première position dans les résultats de recherche. Et donc, c'est vraiment le Graal, c'est de pouvoir être visible sans payer de publicité. Ensuite, on va avoir le référencement payant, donc le SEA. Donc ça, c'est de la publicité, hein, ni plus ni moins. On achète des mots-clés pour apparaître dans les premiers résultats de recherche. C'est super efficace, mais dès qu'on arrête de payer, on disparaît. Donc ça, c'est un système d'enchères. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être très coûteux, notamment si vous n'avez pas forcément mis de stratégie en place. Ensuite, on a le troisième pilier, c'est le SMO. Donc ça, c'est votre visibilité sur les réseaux sociaux. C'est toutes les publications, les photos, les vidéos qui vont remonter dans les moteurs de recherche. Et puis, le petit nouveau, c'est le GEO, Generative Engine Optimization. C'est faire en sorte que les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT, Gemini, Claude, Chat Mistral et autres citent votre entreprise quand on leur pose une question. Donc voilà les 4 grands piliers du référencement. Vous avez certainement déjà entendu parler de certains d'entre eux, je suppose. Si on passe à la slide d'après, donc là, voilà, ça vous met une petite vidéo d'un écran. Donc, quand un client fait une recherche sur Google, Google ne propose pas seulement une liste de sites. Il y a un mélange de plusieurs types de résultats. On va retrouver donc des liens sponsorisés, on va retrouver la carte avec la fiche établissement Google. Pour tout ce qui va être e-commerce, on va retrouver des photos de produits avec des prix et des photos. On va retrouver parfois des questions fréquentes
tout ce que les gens demandent souvent autour du mot-clé que vous avez tapé. On va retrouver parfois les produits et les services associés. Donc, c'est ce que les autres internautes vont rechercher en relation avec vos mots-clés. Donc, c'est les recherches similaires. On va retrouver parfois des vidéos et puis, évidemment, les résultats naturels. Donc, le fait que votre site y ressorte avec les bons contenus qui y sont intégrés. En tout cas, aujourd'hui, on remarque que Google, il ne met pas forcément en avant que des liens et que des sites. Il essaye de recommander les meilleurs résultats, les meilleures solutions en fonction du type de requête que vous allez faire dans le moteur de recherche. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la manière de chercher a changé, puisqu'en fait, avant, on avait donc une liste de liens. Aujourd'hui, en fait, l'IA va rédiger une réponse plus ou moins personnalisée directement à l'internaute. Donc, la question, c'est est-ce que l'IA va citer notre entreprise dans sa réponse quand un internaute va chercher quelque chose sur une IA générative? Et donc, c'est la raison pour laquelle on va vous présenter les différentes méthodes pour pouvoir être visible. Je te laisse passer à la slide d'après. Donc, pour être choisi par l'IA, aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir les bons mots-clés, comme ça pouvait être le cas à un moment en référencement naturel. Il faut être digne de confiance. Donc, il y a vraiment cette notion de confiance qui est hyper importante. L'IA va chercher des informations qui sont claires, qui sont utiles et bien structurées. On va voir qu'il met souvent en avant des entreprises avec des tableaux comparatifs, des foires à questions, la mise en avant d'un expert, etc. Donc, c'est important de prendre en considération ces éléments-là dans la création de contenu de votre site Internet. Il va prendre en compte aussi la légitimité, la fiabilité du contenu que vous allez publier. L'idée, c'est de montrer le sérieux et la véracité des informations qui sont données. La mise en avant des sources aussi sont importantes. Tout ce qui va être signaux d'autorité, d'expérience, avec la mise en avant, par exemple, des avis clients, les exemples de réalisation, etc. Donc, c'est toutes les bases de l'EAT dont vous parlera Eva tout à l'heure. Et puis d'avoir une présence sur Internet qui est cohérente. Il ne faut pas dire une chose sur votre site Internet et le contraire sur les réseaux sociaux, parce que l'IA va voir des incohérences et donc ne va pas forcément vous citer s'il y a un doute sur une information qui peut être donnée. Donc voilà, le référencement naturel, il n'est pas mort, il est plus exigeant et on va voir que si on est bon en référencement naturel, en général, c'est de bon augure pour le référencement sur les moteurs d'intelligence artificielle. Les trois piliers principaux, ils restent identiques pour être visibles sur les moteurs de recherche, que ce soit Google ou sur les autres moteurs de recherche ou les moteurs de recherche d'IA. Il faut faire attention à la technique. Est-ce que le site il s'affiche bien sur mobile? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est sécurisé? Et si on fait le parallèle avec une maison, bah, ça peut s'apparenter aux fondations d'une maison. Si la maison elle est bancale ou elle n'est pas très bien conçue, on n'a pas vraiment envie d'y rentrer pour aller la visiter. Donc c'est quand même quelque chose de très important et ça, c'est votre webmaster qui va s'en occuper. Ensuite, on a le pilier du contenu. Donc, si on reste encore sur l'idée de la maison, bah, c'est tout ce qui va être décoration, accueil, etc. Donc, est-ce que votre texte, ils expliquent bien votre offre, votre métier, ils présentent bien votre entreprise? Est-ce qu'ils répondent bien aussi aux questions que se posent les internautes? Et donc, c'est tout ce qui va rendre votre site agréable. Et puis enfin, on a la popularité, et du coup, là, c'est le pilier qui va devenir le plus important avec l'IA. C'est pourquoi on devrait vous faire confiance. C'est ce que les autres disent de vous. Donc, quand on parle de popularité, c'est là où on parle souvent de backlink, un mot un peu barbare, qui est très, très simple, en fait, c'est le bouche à oreille numérique. C'est un lien on va retrouver sur un autre site Internet qui renvoie vers votre site Internet. Et du coup, c'est du bouche à oreille positif. Et c'est hyper important pour les robots puisque ça permet de donner une information de sérieux, de recommandable pour votre entreprise. Donc, c'est une preuve de crédibilité.
Donc voilà, c'est ce qui va convaincre peut-être une IA, en effet, de parler de vous dans ses réponses. Donc voilà, là j'ai posé un peu le décor. Maintenant, je vais laisser la parole à Eva qui va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, l'idée c'est que vous repartiez avec des réponses. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions si vous en avez. On y répondra à la fin du webinaire avec plaisir. Et du coup, je laisse la parole à Eva pour la suite de la session. Merci Sabine déjà pour cette introduction très complète. Du coup, oui, l'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre vraiment comment Google et les IA évaluent et sélectionnent les sites web qui vont être visibles. Quels sont les fondamentaux du SEO qui comptent vraiment, notamment pour les TPE-PME, donc qui n'ont pas forcément d'équipe dédiée. Quel est le rôle réel du netlinking aujourd'hui? Par où commencer, notamment en netlinking, et comment préparer ensuite, on va aller plus loin sur comment préparer son site pour l'arrivée des IA génératives. Donc je rentre dans le vif du sujet, comme a bien dit Sabine. Il y a certains sites qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles. Et l'objectif, ça va vraiment être de comprendre les règles du jeu et de savoir comment faire quand on n'a pas d'équipe ni de budget, comme je disais. Ici, vous voyez une comparaison entre la première page des résultats de Google et la 7e page. La question qu'on pourrait se poser là, c'est pourquoi certains sites apparaissent en haut et d'autres non. C'est pas une question de chance, c'est pas non plus seulement lié à la qualité, la beauté du site web ou même à la taille de l'entreprise. Google reçoit des milliards de pages à analyser et doit choisir après lesquelles afficher. Et ça, pour afficher les pages, ils vont s'appuyer sur divers critères pour déterminer lesquels sont le plus dignes de confiance. Le SEO, comme a dit Sabine, ça repose sur 3 piliers, la technique, le contenu et la popularité. On va les voir un peu plus en détail après. Votre site, il doit être rapide, accessible et lisible par Google. Votre contenu, il doit être clair, utile et il doit répondre aux vraies questions des utilisateurs. Et il doit être aussi populaire, donc c'est-à-dire avoir des backlinks en quantité et en qualité surtout. Le SEO, c'est vraiment pas une astuce, tout le monde a sa chance, c'est vraiment un travail structuré et cohérent des 3 piliers. Mais c'est vrai que le secret réside quand même dans le travail qui est quand même parfois acharné. Ça prend beaucoup de temps, mais par contre, c'est vraiment indispensable aujourd'hui d'être visible sur le web. Comme je disais, si vous êtes une TPE ou une PME, vous avez probablement des contraintes de temps, de budget, d'équipe. Mais il y a des éléments quand même qui sont faciles à mettre en place et plutôt rapides et efficaces, bien sûr, qui sont indispensables en SEO. Le premier pilier SEO, donc je vais évoquer les différents piliers et vous expliquer comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre SEO. Le premier pilier, et pas des moindres, c'est la technique. Un site qui est mal optimisé techniquement, il va envoyer un mauvais signal à Google et ça peut aussi créer de la frustration pour l'utilisateur. Donc pour ça, votre site il doit être rapide, donc c'est-à-dire avoir une bonne vitesse de chargement. Il doit être ce qu'on appelle ça responsive, donc adapté aux mobiles, tablettes, smartphones, etc. Il doit être lisible par Google, donc les pages doivent être accessibles et non pas bloquées, notamment c'est surtout souvent les erreurs 404 que vous pouvez avoir sur votre site. Il doit être aussi sécurisé, donc en HTTPS. Il y a encore trop de sites qui sont en HTTP et ça envoie vraiment un mauvais signal à Google. Et pour regarder tout ça, vous pouvez utiliser plusieurs outils gratuits. Je pense qu'il y en a que vous devez déjà probablement connaître, notamment la Google Search Console. C'est des outils donc, qui sont hyper utiles pour identifier les principaux points d'amélioration sur le côté technique. Ensuite, il y a le contenu, donc c'est le deuxième pilier. Google va mettre en avant des pages qui répondent vraiment aux attentes et aux questions des utilisateurs. L'objectif, c'est de proposer à l'utilisateur la meilleure réponse possible. Donc votre priorité, c'est pas de plaire au robot, c'est d'abord de convaincre et d'engager vos visiteurs. Et c'est ça qui va ensuite convaincre Google. Et pour ça, sur chaque page, votre contenu il doit être clair. Donc on doit comprendre immédiatement ce que vous proposez. Il doit être utile, donc répondre aux vraies questions des clients. On n'écrit pas pour placer des mots-clés au hasard, on écrit vraiment pour résoudre un problème. Votre contenu doit être aussi ciblé, donc répondre à une intention de recherche précise. Par exemple, si quelqu'un cherche quel camping familial en Ardèche avec parc aquatique, il veut vraiment des réponses et des informations sur les toboggans, la sécurité, les services proposés pour les familles et les enfants.
Si votre page elle est optimisée seulement pour la requête camping en Ardèche, vous répondrez pas forcément à cette intention de recherche spécifique. Et Google, il va comprendre cette nuance-là. Il va classer des pages selon l'intention réelle qu'il y a derrière la requête. Ensuite, votre contenu doit être unique. Chaque page doit vraiment avoir son propre angle, ses propres mots-clés, ses propres balises. Il vaut mieux avoir moins de pages, mais vraiment des pages utiles, différenciées et qualitatives, plutôt que plein de pages qui sont dupliquées. Par contre, c'est vrai que avoir une bonne quantité de pages, c'est aussi multiplier les portes d'entrée vers votre site web. Donc l'idée là, c'est de trouver un équilibre entre la qualité et la quantité. Autre chose qui est importante de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, Google cherche plus une suite de mots-clés répétés. Il cherche vraiment des réponses complètes. Et un bon contenu, c'est un contenu qui parle d'un sujet, de son contexte, de tous les éléments clés qui vont être liés à ce sujet-là. Une approche purement mots-clés, elle est un peu dépassée aux yeux de Google, et elle peut même nuire à votre visibilité, puisque si vous ne répondez pas vraiment aux besoins d'information vraiment utiles des utilisateurs, vous allez avoir moins d'engagement sur votre site web, et ça, Google va le comprendre. C'est vraiment l'écosystème sémantique entité-attribut, on y reviendra du coup après, qui va augmenter ses chances de se positionner dans les résultats de recherche. Si on prend par exemple la requête restaurant Lyon, vous allez avoir énormément de résultats, ça va être une requête très concurrentielle. Par contre, la requête restaurant dans le vieux Lyon avec plat végétarien, il y aura probablement moins de résultats, donc elle sera moins concurrentielle, ça sera plus simple de se positionner dessus. Et en plus, l'utilisateur qui cherche un restaurant dans le vieux Lyon avec des plats végétariens, il a vraiment une idée précise de ce qu'il recherche. Donc il va être plus près de l'achat, en l'occurrence ici de la réservation. Donc concrètement, ce genre de requêtes longue traîne, elles ont deux avantages, moins de concurrence et une visibilité accrue auprès des personnes les plus engagées. Ici, on a justement un exemple concret d'une approche par mots-clés versus une approche par intention de recherche sur la requête «Que faire en Ardèche en famille?». En travaillant uniquement via une approche par mots-clés, votre contenu, vous le voyez, il va être générique, il ne va pas cibler les vraies intentions qu'il y a derrière cette requête. Vous pouvez voir qu'à l'inverse, une approche par mots-clés va vraiment aller dans les intentions qui répondent vraiment à la question de l'utilisateur. Donc pourquoi, pour qui, dans quel contexte, comment, en utilisant en fait en structurant les entités, donc les activités, avec leurs attributs, donc l'âge des enfants, le type d'activité, etc. Attention par contre à bien garder en tête le positionnement unique par page et à pas s'éloigner de l'intention principale. Travailler par intention, ça permet vraiment d'être efficace dans l'étendue du champ de recherche pour vos cibles, et ça ne sera pas du tout le cas avec des mots-clés génériques. Autre exemple avec la requête hôtel en Ardèche, pour comprendre comment fonctionne le concept entité-attribut. Vous pouvez voir qu'on peut vraiment aller creuser beaucoup d'attributs sur une même requête, et ça, c'est faisable en fait sur n'importe laquelle. Dans n'importe quel secteur, vraiment, c'est vraiment en ayant un contenu qui couvre tout cet écosystème que votre contenu va être perçu, que votre contenu et votre site va être perçu comme expert. Pour qu'un contenu soit considéré comme fiable et pertinent pour Google, il doit répondre aux critères EAT. Sabine en a un petit peu parlé en introduction et je pense que vous êtes peut-être familier avec ça. Donc EAT, ça signifie expérience, expertise, autorité et confiance. C'est pas une formule magique qui va vous permettre de grimper dans les résultats de Google. Il faut plutôt voir ça comme une grille d'évaluation pour évaluer la qualité de votre site, de votre contenu. L'expérience, c'est la capacité à parler d'un sujet que vous connaissez réellement, pas de manière théorique, mais vraiment de manière concrète, avec par exemple des retours terrain, des détails précis, des exemples vécus, des photos. Ensuite, il y a l'expertise. L'expertise, c'est votre capacité à expliquer clairement ce que vous faites. Par exemple, décrire vos services clairement, répondre aux vraies questions des clients, montrer que vous maîtrisez vraiment votre sujet. Le but, c'est pas d'utiliser des mots compliqués, au contraire. Ensuite, il y a l'autorité, c'est la reconnaissance externe. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui parlent de vous? Est-ce que vous êtes cité, mentionné ou recommandé par d'autres sites? Et enfin, la confiance, c'est probablement le pilier le pilier le plus transversal de l'EAT. C'est tout ce qui va rassurer l'utilisateur et du coup, par la même occasion, Google, notamment avec les avis clients,
de la transparence dans les informations, de la clarté aussi dans les informations et un site sécurisé. En gros, Google, il veut pas juste du contenu optimisé, il veut vraiment un contenu et un site qui va être crédible. Et pour améliorer ces critères EAT, il y a plusieurs, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Moi, j'en ai mis quelques-unes ici qui me semblent vraiment pertinentes, notamment pour des TPE-PME. La première, c'est de créer du contenu, oui, mais de créer du contenu surtout utile, de qualité, qui va être écrit pour une vraie audience, avant d'être écrit pour des robots. Par exemple, pour un camping ou un hôtel ou un acteur du tourisme, vous devez vraiment parler de toutes les informations utiles à une personne qui cherche à faire un séjour dans votre établissement ou dans votre région. Il est probable que vous soyez à court d'inspiration au bout d'un moment, c'est normal, et c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous avez déjà traité une bonne partie de l'information. Pour trouver d'autres idées, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Je pense notamment à SEMJ, Your Text Guru, qui sont des très bons outils, assez simples d'utilisation et intuitifs. Mais par contre, si vous n'avez pas le budget, le budget à allouer à ça, vous pouvez très bien utiliser des outils d'IA comme ChatGPT, Perplexity, Claude, etc. Ensuite, c'est important de mettre en avant le côté humain. Vous pouvez présenter les équipes, les auteurs de votre contenu, de vos articles, si c'est pertinent. Montrer vraiment les compétences et l'expérience de vos équipes, en fait. Par exemple, dans des pages à propos. C'est vraiment important puisque un site impersonnel, il va forcément inspirer moins confiance. Ensuite, il y a quelque chose qui est très pertinent, c'est de s'appuyer sur des sources crédibles dans votre contenu. Donc de citer des études, des données qui sont fiables, des références vraiment sérieuses dans votre secteur d'activité. Ça apporte vraiment une légitimité à votre contenu. Ensuite, c'est important de travailler l'image de marque, les avis clients, votre e-réputation, la manière dont vous répondez aux retours et aux avis. C'est vraiment important. Restez à la vue des avis négatifs. Lorsque vous en recevez, répondez de manière professionnelle, essayez de trouver une solution aux problèmes. Et c'est pareil pour les avis positifs. Répondez-y et exploitez-les aussi. C'est vraiment le but, c'est d'interagir avec vos clients. Ensuite, c'est une autre bonne méthode, c'est de valoriser, d'exploiter le contenu qui va être généré par vos clients. Ça s'appelle l'UGC, donc User Generated Content. C'est tout le contenu qui est créé pas par une marque, mais par des utilisateurs. Vous pouvez utiliser les photos, les témoignages, tous les partages sur les réseaux sociaux de vos clients, notamment, je pense aux acteurs du tourisme. Je sais que voilà, c'est vrai que les clients dans le secteur du tourisme ont plus tendance à partager. Donc vraiment, utiliser et exploiter ce contenu-là, c'est vraiment un signal de confiance qui est très fort. Et enfin, la sixième technique que j'ai, c'est de ne pas négliger les backlinks. Comme a dit Sabine, le backlink, c'est le bouche à oreille numérique. Donc, comme dans la vraie vie, vous serez probablement plus enclin à faire confiance à une marque qui vous a été recommandée par un ami. Et pareil, vous serez peut-être plus disposé à faire confiance à un site qui est recommandé par un autre site auquel vous faites déjà confiance. Toutes ces méthodes et ces critères AAT, c'est pas des techniques isolées, ça doit vraiment être intégré dans votre démarche globale de crédibilité de votre marque et de votre site. Maintenant que je vous ai parlé de tous les éléments SEO, donc on-site, donc sur le site, je vais développer la partie off-site, donc tout ce qui est en dehors du site pour améliorer votre référencement. Par contre, c'est important de garder en tête que ces deux leviers, ils vont de pair, l'un va pas sans l'autre. Si vous voulez vous lancer dans le netlinking, assurez-vous déjà d'avoir une bonne base SEO. Et à l'inverse, travailler uniquement votre SEO on-site, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Si vous êtes le seul à parler de vous-même, ça peut fonctionner au début. Mais si tout le monde commence à parler de vos concurrents, vous allez forcément au bout d'un moment perdre en crédibilité et être dépassé. Le netlinking, donc pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le netlinking, c'est un levier qui fait partie donc, du SEO off-site, comme je disais, et qui, à l'inverse du SEO on-site, correspond à toutes les actions réalisées hors du site web pour améliorer le référencement. Le netlinking, précisément, c'est le principe de développer le nombre de liens externes qui pointent vers un site ou une page que l'on veut mettre en avant, que l'on veut promouvoir sur le web. C'est vraiment comme dans la vraie vie, plus on parle de vous, plus on vous recommande, plus vous allez être crédible.
Du coup, si le netlinking agit sur le SEO, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que Google, on l'a déjà vu, va favoriser les sites populaires et cette popularité, elle se mesure justement grâce au netlinking. La logique, elle est simple. Plus vous aurez de backlinks, plus vous aurez de chances de positionner les mots-clés que vous ciblez. Un backlink, pour rappel, c'est un lien externe qui est présent sur un autre site et qui dirige vers une page de votre site. Par contre, il faut faire attention avec le volume de backlinks, c'est très important, oui, mais la qualité des backlinks, elle a vraiment une bonne importance aussi. Le but, c'est vraiment de créer des partenariats authentiques avec des sites qui comptent vraiment via des contenus qui vont être pertinents, utiles, liés à votre thématique. Pour savoir un peu où vous en êtes en netlinking, la première étape, c'est de faire ce qu'on appelle un diagnostic off-site. Donc, en gros, analyser la popularité actuelle de votre site. Pour ça, il y a plusieurs outils. Il y a donc SEMrush, Ahrefs, Moz, Majestic, que je vous ai mis juste en bas. Personnellement, moi, j'utilise plutôt SEMrush. Donc, c'est avec cet outil-là que j'ai fait l'exemple pour le domaine des chaînes, qui est un camping, du coup, en Ardèche. Et là, on va regarder 3 indicateurs principaux. D'abord, l'Authority Score. C'est une note sur 100 qui mesure la puissance globale de votre site. Dans ce calcul-là, il y a plusieurs métriques, dont la qualité des liens, le trafic, etc. Ensuite, vous regardez le nombre total de domaines référents. Les domaines référents, ce sont tous les sites différents qui font un lien vers votre site. Et ensuite, le volume total de backlinks. Il faut bien comprendre que 100 liens depuis un seul site n'ont pas la même valeur que 100 liens venant de 100 sites différents. C'est pareil c'est comme dans la vraie vie. Si quelqu'un vous recommande 100 fois, une personne vous recommande 100 fois, c'est pas pareil que si 100 personnes vous recommandent une fois. C'est pour ça que le volume de domaines référents, il est souvent plus important que le volume de backlinks. Eva, il y a ta caméra qui s'est éteinte. C'est bon? Oui. Je sais pas pourquoi. C'est Ouais, bizarre, ça y mais est, t'es de retour. Super. super. Vous m'entendez bien, hein? Tout va bien. Ok, nickel. Donc ensuite, on va analyser la qualité des backlinks. Comme je disais, ça a vraiment une grande importance. Pour ça, on va regarder plusieurs métriques. Donc l'Authority Score que j'évoquais juste avant, de SEMrush. Il y a ses homologues, du coup, le Domain Authority et le Domain Rating, qui ont plus ou moins le même calcul, même s'il y a des choses qui diffèrent. Ils mesurent tous la puissance globale d'un site sur une note de 100. Donc je vous ai mis les seuils juste à droite. Euh, Ensuite, il y a d'autres métriques, donc le Trust Flow qui mesure la qualité des liens, le Citation Flow qui mesure la quantité des liens. Et ce qui est intéressant, c'est de croiser les deux pour obtenir le ratio TFCF qui évalue l'équilibre vraiment entre qualité et quantité des liens. Plus il est proche de 1, plus le profil de lien va être équilibré entre quantité et qualité. Il faut bien garder en tête que ces métriques-là, elles permettent d'analyser votre site, mais aussi d'évaluer les sites sur lesquels vous voulez obtenir un lien. Ensuite, on peut regarder aussi deux choses qui composent la typologie des liens. La première, c'est l'attribut des liens. Donc, il y a 2 attributs possibles, follow ou no follow. Par défaut, votre lien, il va être en follow, donc ça veut dire que Google va suivre ce lien et donner de la valeur au site qui reçoit le lien. Le nofollow, c'est une indication à Google de ne pas suivre le lien, donc ça, il ne va pas transmettre de l'autorité. C'est à vous de l'ajouter avec justement l'attribut nofollow. C'est des liens qui justement n'apportent pas d'autorité, mais par contre, ils peuvent apporter du trafic supplémentaire plutôt qualifié et améliorer le branding. Par exemple, avec des liens qui proviennent des réseaux sociaux, des forums, des commentaires d'articles de blog, etc. Et aujourd'hui, Google, il peut même décider de suivre ces liens s'il juge qu'ils sont vraiment pertinents pour l'internaute. Et un profil de lien 100% follow, ça paraît plutôt artificiel. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment un mix entre lien follow et no follow. Ça paraît plus naturel aux yeux de Google. Ensuite, il y a les encres de lien. L'encre, c'est le texte qui est cliquable sur un lien. Ces encres-là, elles doivent être diversifiées. En gros, si vos liens utilisent uniquement le nom de votre marque, ou uniquement un mot-clé exact, ça peut sembler encore une fois peu naturel aux yeux de Google. L'idéal, c'est vraiment un mix entre le nom de la marque, l'URL brute, des mots-clés plus marque.
mais attention quand même à ne pas suroptimiser. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre le plus de mots-clés possible dans les encres, et c'est pas forcément, encore une fois, naturel. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Ensuite, un autre point essentiel pour identifier un peu ces lacunes en netlinking, c'est de se comparer à ses concurrents. Là, par exemple, j'ai pris donc, encore une fois l'exemple du domaine des chênes, j'ai comparé avec d'autres campings 4 étoiles en Ardèche. L'objectif, là, c'est vraiment pas de juger les acteurs, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qu'il faut regarder. Quand on analyse un profil de lien, il y a trois choses principales à observer. La première chose, c'est le volume total de backlink. Plus vous avez de liens, plus votre site gagne en popularité. Mais ce chiffre seul, il suffit pas du tout. Il faut aussi que vous regardiez du coup le volume de domaines référents. Donc, pour rappel, les domaines référents, ce sont tous les sites qui font un lien vers votre site. Google favorise vraiment la diversité. Ici, on voit que certains des acteurs ont beaucoup de backlinks, mais peu de domaines référents. Ça signifie qu'il y a beaucoup de liens qui viennent des mêmes sites. Donc l'impact va être forcément limité. Ensuite, c'est important de regarder la qualité et la diversité des domaines référents. En dessous, là, le deuxième tableau, on peut voir les répartitions des domaines référents par tranche d'autorité. Donc toujours avec le calcul de l'authority score. Et on peut voir que 90% des domaines référents du domaine des chaînes ont une autorité inférieure à 20. Donc ça veut dire que la majorité des sites qui font des liens vers ce site-là sont peu puissants. C'est pas dramatique, mais ça va limiter forcément la progression. L'objectif, c'est pas uniquement d'avoir non plus des sites puissants, c'est d'avoir vraiment un profil en fait équilibré entre faible, moyenne et forte autorité. On cherche aussi à obtenir des liens qui ont une autorité supérieure à la nôtre pour permettre pour pouvoir monter en puissance. Donc, on regarde des domaines référents qui ont un authority score supérieur au nôtre. Donc, ici, c'est 28 pour le domaine des chaînes, par exemple. Euh, En fait, on veut vraiment augmenter le volume, mais par contre, en équilibrant le profil de lien. Et là, on voit que les profils ne sont pas parfaitement équilibrés. Ça signifie qu'il y a de la place pour progresser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le domaine des chaînes, si par exemple le site acquiert davantage de liens qui proviennent de sites avec d'autorité supérieure à 28, donc son authority score actuel, il va renforcer son profil de lien et il prendra du coup mécaniquement de l'avance par rapport à ses concurrents. Alors maintenant que j'ai un peu parlé donc du SEO on-site, du SEO off-site, je vais un peu plus parler en détail de comment vraiment passer à l'action, notamment en netlinking. Ici, on va parler de différentes manières de travailler son netlinking. Souvent, quand on pense netlinking, on pense achat de liens, mais c'est pas la seule option. Il existe d'autres méthodes qui sont accessibles, qui sont gratuites, qui sont vraiment intéressantes pour débuter. La première, c'est l'échange de liens. L'idée, c'est pas d'échanger des liens avec n'importe qui, hein. C'est vraiment de rester cohérent, encore une fois, thématiquement, donc avec votre secteur d'activité. Par exemple, encore une fois, pour un camping en Ardèche, ça peut être des offices du tourisme, des blogs de voyage, des sites d'événements locaux, en fait, des acteurs complémentaires. Et quand ce lien est logique, naturel et pertinent pour l'utilisateur, ben, il va avoir beaucoup plus de valeur. Ensuite, la deuxième chose, c'est de créer du contenu et de l'exploiter. Si vous publiez par exemple du contenu de type guide local, checklist de vacances, étude, infographie, vous allez créer de l'info utile, un contenu utile, et ce contenu-là, il peut être relayé par d'autres sites. Donc l'idée là, c'est pas de demander un lien, du coup, c'est de produire quelque chose que d'autres sites auront envie de partager. Et c'est assez utile et efficace. Ces méthodes-là, elles sont gratuites, elles sont très efficaces pour débuter une stratégie de netlinking. Par contre, c'est vrai qu'elles demandent beaucoup de temps et elles garantissent pas toujours l'obtention de liens vraiment qualitatifs ou en tout cas puissants. Donc là, je vais parler de l'achat de liens, donc qui est la forme la plus répandue de netlinking. Acheter un lien sur une plateforme comme GetFluence, c'est pas juste acheter un lien comme ça dans le vide, c'est acheter un article dans un média que vous avez choisi, dans lequel on va intégrer un lien de manière naturelle vers votre site. Il y a plusieurs raisons de passer par une plateforme comme GetFluence. La première, c'est que vous allez accéder à des médias qui sont déjà qualifiés.
Donc, au lieu de chercher manuellement des sites pertinents de qualité, vous allez accéder directement à un catalogue de médias qui ont été filtrés déjà selon leur qualité. Donc, on utilise notamment le ratio TFCF dont j'évoquais tout à l'heure pour déjà les filtrer. La deuxième chose, c'est que vous allez gagner du temps parce que vous n'aurez pas besoin de faire de prospection, de négocier par email, de relancer. En fait, vous allez éviter toutes les discussions, les allers-retours interminables, faut se le dire, puisque la plateforme va centraliser toutes les offres dans un catalogue. En l'occurrence, chez GetFluence, on en a près de 40 000. La troisième chose, c'est que quand vous achetez via une plateforme, la publication, elle est encadrée. Donc, votre achat, il est sécurisé. Vous aurez pas de, vous avez une garantie contractuelle sur votre publication. Ensuite, ce qui est très utile, c'est que vous pouvez comparer facilement les opportunités et les prix. Donc, analyser différents médias, leurs offres et leurs prix pour avoir une vision globale sur votre budget. Et vous pouvez aussi filtrer dans le catalogue selon la thématique, le secteur d'activité, l'autorité, le pays, la langue et toutes les métriques SEO. Nous, on a toutes les métriques SEO que j'évoquais tout à l'heure, donc notamment de Moz, Majestic, SEMrush, etc. Donc, vous pouvez aussi évaluer les médias en fonction de leur performance SEO. Et ça permet vraiment de pouvoir être cohérent avec vos stratégies globales. Ensuite, quelque chose de très intéressant, c'est que euh, on a un accompagnement gratuit. Donc en fait, une fois que vous êtes utilisateur de la plateforme, vous êtes mis en relation avec une personne chez nous qui est là pour vous accompagner, vous faire des sélections de médias selon vos besoins et votre budget, vous conseiller sur votre stratégie, vous faire même une démo de la plateforme, répondre vraiment à toutes vos questions. Et vous pouvez aussi utiliser plusieurs outils pour vous aider qui sont directement intégrés à la plateforme. Nous, par exemple, on a le GetFluence Assistant qui permet, juste en mettant votre site, vos concurrents et vos mots-clés, d'avoir une recommandation de médias personnalisés qui sont par exemple manquants par rapport à votre concurrence, qui ont une forte autorité sur les mots-clés dans votre thématique, aussi d'autres blogs spécialisés qui sont à un petit prix. Donc c'est vraiment assez utile, surtout si vous ne savez pas en fait comment vous y prendre. Et bien sûr, il y a aussi un support, un chatbot qui permet de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions. Et tout ça, je trouve que c'est vraiment pour une TPE ou une PME, c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça permet d'avancer en netlinking de manière structurée sans avoir besoin d'internaliser toute cette expertise-là. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui chamboule un peu tout, l'arrivée des IA génératives, qui va vraiment changer totalement la manière dont les utilisateurs vont effectuer leurs recherches. D'ici 2028, on estime que les marques verront leur trafic organique de leur site diminuer de 50% au profit des recherches assistées par IA, donc ChatGPT, Gemini, Perplexity, enfin voilà, je ne vais pas toutes les lister, mais voilà. Et le nouvel enjeu pour les marques, c'est vraiment d'exister dans ces réponses générées. Là, deux infographies que je trouve plutôt intéressantes, qui montrent vraiment que ChatGPT commence vraiment à prendre une place croissante. À gauche, on peut voir que oui, Google concentre une majeure partie de l'audience, mais que ChatGPT commence vraiment à- à prendre la sienne aussi. Et sur la droite, vous pouvez voir aussi que l'utilisation de ChatGPT ne fait qu'augmenter. Qu'est-ce qui distingue vraiment le SEO du GEO? Donc, GEO, je fais un petit rappel, c'est Generative Engine Optimization. C'est l'ensemble des techniques qui vont vous permettre d'optimiser un contenu pour qu'il soit compris et utilisé par les intelligences artificielles génératives. En fait, c'est l'équivalent du SEO, mais pour les IA génératives. Le SEO traditionnel, on le connaît, son objectif principal, c'est de générer du trafic en améliorant le référencement. Donc on va travailler les mots-clés, on va travailler les backlinks, la technique, on mesure les positions, les clics, le volume de trafic, etc. Le GEO, donc l'équivalent du SEO pour les moteurs IA, a un objectif vraiment différent. Son but, c'est pas générer du trafic. En tout cas, pas pour le moment, puisqu'aujourd'hui, on estime que c'est en moyenne 0,20% du trafic web d'un site contre 40% pour Google. Par contre, le vrai but du GEO, ça va être d'influencer la décision. Puisque quand un utilisateur se pose une question dans les IA de type où trouver tel produit,
quelle est la meilleure marque de tel produit, etc. Les réponses, elles vont influencer sa décision d'achat futur. Les leviers, ils sont aussi différents. On va mesurer, on va pouvoir améliorer son géo avec de l'expertise, de la crédibilité, de la répétition dans les sources fiables, on va y revenir. Et les indicateurs, les KPI changent aussi. On regarde plus seulement les positions. Ce qu'on regarde, c'est les mentions. Donc la mention, c'est le fait que votre marque soit citée dans un contenu, même sans lien cliquable. Les citations, donc c'est quand votre marque est utilisée comme source ou référence pour appuyer une information. Et on regarde évidemment la présence dans les réponses générées par les IA, qui se mesurent en fait par la mention et la citation. On peut résumer ça par le géo rend visible, et le SEO rend visible et le géo rend crédible. Aujourd'hui, une marque, elle peut être très bien positionnée sur Google, mais invisible dans les réponses IA. Et c'est vraiment là qu'est l'enjeu, parce qu'un utilisateur ne clique plus systématiquement sur les liens sur les résultats de recherche Google. Il va lire une réponse générée, et ça, c'est un avantage pour les marques qui vont apparaître dans ces réponses générées. Donc l'objectif final, c'est plus seulement d'être bien positionné, c'est vraiment de devenir la réponse. Et faire du géo, attention, c'est pas laisser de côté le SEO, ce sont vraiment deux leviers complémentaires pour être à la fois visible sur Google et dans les IA. Pour suivre et améliorer la visibilité de votre marque dans les IA, il y a plusieurs étapes clés. Je les ai volontairement simplifiées parce qu'honnêtement, on pourrait en parler des heures, parce que c'est un sujet vraiment vaste. Mais en tout cas, la première étape clé, c'est d'identifier vos prompts stratégiques. Un prompt, c'est simplement la question que l'utilisateur va poser à ChatGPT ou à une autre IA pour obtenir une réponse. La définition des prompts, c'est vraiment une étape fondamentale pour améliorer votre visibilité dans les IA. Et pour faire simple, c'est exactement l'équivalent de l'étude de mots-clés en SEO traditionnel. Avant de créer du contenu ou de chercher à être mentionné, vous devez savoir sur quelle question vous voulez apparaître. Et le problème, c'est qu'identifier les bons prompts, c'est pas simple. Aujourd'hui, contrairement à Google, on n'a pas du tout accès aux données précises des requêtes réellement tapées dans les IA. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Par contre, du coup, il faut garder en tête plusieurs choses. La première, c'est que les prompts les plus intéressants pour une marque sont ceux qui ont une intention une intention commerciale ou décisionnelle. Par exemple, quels sont les campings les mieux notés en Ardèche, ou quel hôtel choisir en Ardèche pour un week-end en couple. Euh, Ça, c'est des intentions de recherche commerciale ou décisionnelle. Par contre, une question purement informationnelle comme pourquoi partir en Ardèche est beaucoup moins stratégique pour être mentionnée, puisqu'en fait, quand vous allez poser cette question à ChatGPT, il ne va pas aller mentionner de marque. Il va simplement y répondre en utilisant sa base de données. Le deuxième point essentiel, c'est que ces prompts-là, ils doivent être adaptés à votre cible. Ils doivent être formulés comme vos clients se les poseraient réellement. Parce que plus la question va être proche de la réalité de votre client, plus vous allez avoir de chances d'apparaître dans une réponse à une question que se poserait naturellement votre cible. C'est un peu le même principe que j'évoquais tout à l'heure avec les intentions de recherche en SEO, en fait. Et identifier les bons prompts, c'est vraiment la base, c'est ce qui va vous permettre de définir votre stratégie de visibilité dans les IA. Une fois que vous avez identifié les bons prompts, la question suivante, c'est comment adapter son contenu pour qu'il soit compris par les IA. Les LLM, comme ChatGPT ou Gemini, elles vont pas lire un site comme un humain le ferait. Elles vont analyser la structure, la clarté, la logique et tous les signaux de crédibilité. Et donc pour ça, vous devez vraiment privilégier des paragraphes courts, des titres explicites, des FAQ, des tableaux comparatifs, des résumés clairs et un ton conversationnel. Plus c'est structuré, en fait, plus ça va être facile à analyser et donc du coup à être repris. Ensuite, les signaux de crédibilité. Tout ce qui est avis client, Trustpilot, Google, etc., les témoignages utilisateurs, c'est vraiment des choses qui vont renforcer la confiance aux yeux de Google. Utilisez aussi des données chiffrées et fiables. Appuyez votre contenu sur des chiffres d'études récentes, des sources fiables, des données vérifiées. Ça va vraiment
apporter un poids à votre contenu, mais attention quand même que ça ait un lien avec votre contenu et votre secteur d'activité. Ensuite, c'est vraiment important de intégrer votre marque dans le contenu de manière intelligente. Le but, c'est pas de répéter votre nom de partout, c'est pas de dire je suis la meilleure marque, c'est vraiment de dire je suis la marque qui apporte une solution à X problème grâce à X avantages. Bah, grâce à Y avantages, pardon. Donc voilà, c'est vraiment de l'insérer dans une démonstration ou une conclusion logique. Par contre, ne tombez pas dans le piège d'écrire uniquement pour des robots. Parlez d'abord à vos clients, encore une fois. Restez cohérent avec votre ADN de marque. C'est vraiment, ça rejoint encore une fois les critères EAT du SEO. Et je veux aussi vraiment appuyer sur le fait que votre visibilité IA, comme votre visibilité sur Google, c'est pas des stratégies isolées. Ça doit vraiment s'intégrer à votre stratégie globale, omnicanal, de visibilité de votre marque, de communication, etc. Votre ton, votre positionnement, toutes vos valeurs, ça doit vraiment toujours rester aligné et cohérent. La troisième chose, c'est d'être mentionné dans des sources de confiance. Comme vous le voyez sur la petite capture d'écran à droite, les IA, elles ne génèrent pas leurs réponses au hasard. Elles vont s'appuyer sur des sources qu'elles jugent fiables et crédibles. Ce sont généralement des contenus qui sont bien structurés, qui sont précis, qui sont appuyés par d'autres signaux d'expertise et qui sont aussi reconnus dans leur domaine. Les formats qui fonctionnent bien, ce sont des comparatifs, des articles pédagogiques, des guides, des articles qui vont être basés sur des données et qui sont rédigés avec un ton neutre, pas promotionnel et plutôt journalistique. C'est vraiment le même principe que pour Google. Un lien agit comme un vote de confiance. Pour les IA, c'est la mention qui va agir comme un vote de confiance. Si votre contenu, du coup, il est optimisé pour être bien compris par les IA, votre site, il peut devenir une source fiable. Si en parallèle, d'autres médias crédibles parlent de vous et vous citent, vous mentionnent dans leurs articles, vous allez augmenter fortement vos chances d'être mentionné dans les réponses générées. C'est vraiment deux leviers complémentaires. Et chez GetFluence, justement, depuis septembre, on propose un format d'article qui s'appelle AI First. Et ce sont des contenus qui sont des articles qui sont pensés et structurés spécifiquement pour la compréhension des IA, puis publiés dans des médias qui sont des sources de confiance pour les IA. Et du coup, les résultats sont vraiment encourageants. Donc, ça montre que c'est vraiment le mix entre ces deux approches qui va permettre de maximiser vos chances d'apparaître dans les réponses des IA. Quelques outils et ressources utiles, que ce soit pour le SEO, le GEO ou autres. Donc, j'ai pas tout mis, mais c'est des outils et des ressources qui sont accessibles. Donc, pour l'achat de liens, on a évidemment GetFluence. J'ai Carole avec moi qui est là pour répondre à vos questions si vous en avez après sur la plateforme en elle-même. Pour analyser tout ce qui est visibilité IA, les sources, des recommandations d'optimisation au niveau de la visibilité IA, il y a plusieurs outils. À vous de les tester et de voir si vous voulez vous y intéresser, de les tester. Ils sont assez simples d'utilisation. Ensuite, on a Prompt Cowboy, que je trouve très très utile. Ça permet en fait de vous générer des prompts détaillés pour les mettre ensuite dans ChatGPT et Gemini pour effectuer n'importe quelle tâche. Et après, il y a beaucoup de médias avec des documentations hyper intéressantes en SEO, e-commerce, avec des astuces, etc. J'en ai mis quelques-uns ici, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres événements SEO, search marketing en général. Je pense notamment au SEO Summit, SEO Square, où vous pouvez vraiment discuter avec des acteurs, assister à des conférences et en fait, vous renseigner, vous documenter sur toutes les dernières évolutions, que ce soit en SEO et en IA. J'ai volontairement pas fait de conclusion parce que je pense que si vous avez des questions, ça pourrait conclure toute cette présentation. Donc, Merci Eva, en tout cas pour toutes ces précisions, c'était riche. Il y avait une question justement par rapport justement à un outil qui pourrait permettre de connaître les questions les plus demandées sur un secteur d'activité. Quel outil tu conseillerais?
Moi, je pense à Answers de Public, qui est pas mal. Après, est-ce que tu en as d'autres que tu recommandes? Oui, bah alors du coup, comme tu dis, un secteur public, il y a aussi tous les outils en fait classiques SEO. Alors ça, du coup, j'imagine que c'est en SEO parce qu'en IA, on peut pas vraiment savoir quelles sont les questions les plus posées. Oui, Euh, c'était sur la partie plutôt SEO, ouais. Mm. ouais. Bah, du coup, ouais, il y a tous les outils, pareil, SEMrush, Majestic, Moz, enfin, il y a beaucoup d'outils. Tous les outils SEO permettent de faire ce genre de choses. C'est des outils complets, en fait, donc ça permet de piloter un peu toute la stratégie SEO dans leur globalité, dans sa globalité. Il y avait une autre question, enfin c'était plutôt une remarque par rapport à la réutilisation de contenu, donc les contenus générés par les utilisateurs, de Ouais, bien faire quand même attention aux autorisations, parce que c'est vrai que quand on reprend une image ou une vidéo, voilà, c'est important de bien respecter les droits d'auteur. Bon, à part évidemment, en effet, elle l'a bien précisé sur les réseaux sociaux, quand on partage, bon, on a les droits automatiquement, mais voilà, quand on reprend sur un autre site, si vous prenez une photo d'un de vos clients pour le mettre sur votre site internet, évidemment il faut mentionner les droits d'auteur. ouais, et souvent, alors déjà, il faut demander l'autorisation, et puis il faut aussi, comme tu dis, mentionner, donc mettre un petit crédit photo ou Tout à autre. fait. Ouais. Euh, voilà, et après, il y avait une question par rapport à un secteur d'activité. Est-ce que c'est intéressant d'acheter des liens pour une secrétaire indépendante? Moi, c'est vrai que je me suis permise de dire que ça dépendait évidemment, ça dépendait du budget et de la stratégie. Et ça, quel que soit le secteur d'activité, c'est hyper important de ne pas acheter pour acheter. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif en face. Donc, c'est hyper important d'abord de se poser, de vérifier en termes de budget, qu'est-ce que vous avez disponible et quel serait l'objectif pour vérifier si c'est intéressant. Après, tu as mentionné des stratégies de liens gratuits. Et Ouais. peut-être que ça peut déjà être un bon début en fonction de la situation de l'entreprise. C'est Après, ça. vérifier. Évidemment, il faut, avant de faire du netlinking, il faut quand même avoir un site, comme je disais, avec une base SEO quand même, je dirais pas super solide, mais au moins, voilà, les prérequis, quoi. Donc, un site avec plusieurs pages, du contenu, tous les critères techniques réunis, c'est quand même important avant de se lancer un netlinking, en tout cas si on veut des résultats. Donc, voilà, et sinon, comme tu disais, bah, les techniques un peu d'achat de liens gratuits, les échanges, etc., ça peut être aussi une bonne méthode. Il y a Nicolas aussi qui dit qu'en gros, les prompts pour l'IA doivent par exemple être mis dans les articles, des contenus sur notre site, type onglet blog, avec des articles qui intègrent des prompts. Alors une fois que vous avez, en fait, le principe c'est qu'une fois que vous avez identifié les prompts c'est un peu comme les mots-clés comme je disais, sur lesquels vous avez envie d'être positionné, c'est de faire un contenu qui va être, que ChatGPT pourra se servir par exemple pour répondre à cette question-là. Donc vous devez orienter votre contenu, votre article en fonction de ce prompt pour y répondre de la meilleure manière, en contextualisant votre marque, en utilisant tous les éléments de structure que j'ai évoqués. Par contre, c'est pas forcément nécessaire d'avoir le titre de l'article en prompt. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que souvent, quand on a un prompt sur qu'on veut viser, on va chercher dans les People Also Ask de ce prompt-là les, les différents éléments. Et ensuite, on va faire un titre d'article euh, pertinent pour ce prompt-là. Je sais pas si je suis claire. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est pas nécessaire d'utiliser vraiment le prompt précis. Le but, c'est de répondre dans son contenu à ce prompt-là, en fait, d'apporter des éléments de réponse. Ah, c'est clair. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien compris. Il ne faut pas hésiter à demander des précisions si ça l'est pas en commentaire, hein, Nicolas. Il y a Romain qui demandait donc l'avis sur les solutions payantes de type Google Ads qui n'ont pas été évoquées. Alors en effet, c'est vrai que ça, on en a parlé très très brièvement. Enfin, j'en ai parlé très brièvement en introduction, mais c'est vrai que le but de aujourd'hui, c'était plutôt de parler du netlinking parce que c'est une notion qu'on aborde beaucoup moins. Google Ads, c'est quand même pas tout à fait la même stratégie parce qu'on achète un mot-clé pour être présent sur un moteur de recherche. Donc c'est pas tout à fait la même stratégie, mais ouais, je te laisse donner du coup ton avis puisque Romain le demande.
Bah, pour moi, il faut travailler toutes les différentes méthodes, enfin, différents référencements que tu as évoqués au début, en fait. SEO, SEA, SMO, GEO, en fait, alors encore une fois, du coup, ça paraît énorme de tout travailler, mais c'est vraiment ça, en fait, qui va vous permettre de prendre de l'avance sur vos concurrents et de faire la différence. Donc, évidemment qu'on ne peut pas travailler que le SEO non plus. Il faut notamment passer par Google Ads, etc. C'est sûr. Après, c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour l'acquisition de liens, voilà, ça a un coût, c'est un budget. Donc, c'est sûr que quand on veut faire du Google Ads, c'est exactement la même technique. C'est quel est le budget, quelle est la stratégie. On ne fait pas du Google Ads en achetant son nom de domaine et en achetant juste son nom commercial. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une stratégie derrière. C'est un système d'enchères, ça coûte cher. Donc, on essaye de réfléchir vraiment sur l'utilité de l'acquisition, l'achat du lien pour que derrière, il y ait un retour sur investissement, évidemment. Donc, Exactement. C'est vrai que sur Google Ads, c'est un peu le même principe que j'évoquais sur les intentions de recherche. Au plus vous allez prendre des mots-clés qui sont pas génériques, au moins ça sera cher en fait. Les mots-clés qui vont être chers en ads, ça va être les mots-clés très concurrentiels. Donc si vous voulez aussi commencer en ads et que vous n'avez pas forcément un gros budget, vous pouvez très bien viser des mots-clés qui sont plus précis et vous aurez sûrement un trafic qui va être plus qualifié aussi. Donc c'est un peu le même principe qu'en SEO en fait. ensuite, on a une question de Michel. Donc, quid de l'utilisation d'escadrons d'agents IA pour un travail de référencement, de notoriété, de suivi dans le temps? Tout ce qui est gain de temps, du coup, enfin, ça va permettre un gain de temps et une performance garantie. Donc, Oui, enfin, utiliser tous les outils IA, évidemment que ça permet d'augmenter la productivité, de faire des tâches qui nous prennent parfois du temps et qui sont peut-être moins utiles que d'autres. Enfin voilà, bien sûr. Et justement, du coup, ce qui est important, c'est quand même, je pense notamment à l'utilisation de ChatGPT, Perplexity, enfin des IA génératives comme ça. Elles nous font plein de tâches, mais pour avoir les réponses et l'aide la plus qualitative possible, c'est vraiment important de faire un bon prompt, de poser les bonnes questions. Et ça, du coup, j'ai mentionné l'outil Prompt Cowboy, qui vous permet en fait vraiment de décrire la tâche dont vous avez besoin. Et ensuite, l'outil va vous sortir un prompt hyper détaillé, très précis et bien structuré, que vous allez ensuite pouvoir donner à ChatGPT, par exemple. Et ça vous permet d'avoir des tâches plus qualitatives. Donc c'est aussi important d'utiliser ce genre d'outils pour utiliser l'IA, oui, mais de manière qualitative. Et évidemment, l'humain a son rôle aussi. Enfin voilà, on ne peut pas non plus tout reposer sur l'IA et c'est important de toujours vérifier. Dans le contenu, vous pouvez vous aider des IA pour rédiger du contenu, mais il faut quand même aller vérifier derrière et adapter en fonction pour que le contenu soit le plus humain possible, quoi. ça revient à l'EAT dont on parlait tout à l'heure. Un contenu qui est généré par l'IA, si vous faites du copier-coller, ce ne sera pas suffisant pour avoir on va dire une bonne notation AT, donc c'est très important de relire, de reformuler et puis d'apporter sa patte, évidemment. C'est ça. Il y avait une question de Julien. Est-ce qu'une stratégie de netlinking peut se déployer en plusieurs étapes progressives ou c'est mieux de faire tout d'un coup? Carole, est-ce que tu veux répondre? Parce que je sais que tu... Oui, pas de souci. Enchantée, bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je travaille chez GetFluence aux côtés d'Eva qui est experte SEO. Moi, je suis sur la partie plateforme pour vous aider, vous accompagner. Oui, la stratégie de netlinking, ça dépend vraiment de vos temps forts aussi. Mais effectivement, il faut un jus assez régulier. On peut commencer de façon assez progressive avec quelques liens pour commencer, voir comment les positions s'améliorent dans le temps. Et voilà, et trouver un bon équilibre entre le jus que vous allez envoyer à Google et les moyens que vous allez mettre en fonction de vos moyens, effectivement, et des temps forts qui peuvent être importants. Parfois, il y a des temps forts sur lesquels on veut un petit peu plus se déployer. Donc là, il y a forcément un peu plus de budget sur les temps forts. Et il y avait une autre question, justement, auquel tu pourras peut-être répondre aussi, Carole. Est-il possible, en plus d'acheter des liens via la plateforme, de référencer son propre site en tant que site éditeur afin de vendre des backlinks? Exactement. Oui, vous pouvez. Vous pouvez contacter Eva ou moi. Enfin, n'hésitez pas à contacter Eva. Elle vous donnera mes coordonnées. Je vous renverrai vers les personnes, effectivement, pour référencer votre propre site également de votre côté. Voilà, parfait. N'hésitez pas. Il y a Laurence aussi. Vous avez parlé de FAQ pour la fiche établissement de Google et les réseaux. Pourriez-vous en dire plus? VS le FAQ sur le site officiel.
Alors, on parlait plutôt de la FAQ, en tout cas, alors, par rapport au référencement sur les moteurs d'IA, c'est plutôt les FAQ qui sont intégrés directement sur le site internet, qui Ouais. sont à prioriser en tout cas. Après, c'est vrai que sur la fiche Google, il y a des questions-réponses qui sont aujourd'hui très peu exploitées également. C'est pas forcément la thématique du jour, mais c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser, exploiter. Dans la fiche Google, il y a une partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser les questions qui sont souvent posées par vos clients dans justement ces questions-réponses et répondez-y parce que ça va donner évidemment des mots-clés pertinents à Google pour vous référencer sur certaines thématiques. Et là, c'est pas comme les avis où si c'est vous qui posez les questions, c'est pas forcément bien vu de poser un avis sur son établissement. Là, poser une question à l'établissement pour y répondre, ça permet juste de donner une réponse plus rapidement au client. Donc, oui, Ouais, c'est un intérêt, mais plutôt sur le site internet pour la partie référencement sur les outils d'IA. ouais. En fait, pour moi, sur la fiche Google, ce qui va être important, c'est de mettre une FAQ sur votre établissement, donc vraiment sur vos hébergements, par exemple, Mm. si c'est un établissement de tourisme, les services que vous proposez, etc. Sur votre site, et notamment quand je parlais des contenus, des contenus et des FAQ dans les contenus, les FAQ, elles doivent être tournées vers votre contenu, en fait. Vous ne devez pas absolument vouloir parler de votre établissement dans la FAQ. La FAQ, elle sert à répondre, par exemple, je parlais d'un article Que faire en Ardèche. Dans votre FAQ, vous pouvez intégrer toutes les informations sur les parkings, par exemple, la météo, enfin, bon, j'ai pas d'autres exemples, mais en tout cas, tous les éléments en plus qui vont permettre d'apporter une réponse à l'utilisateur. Faut pas, voilà, essayer de mettre toujours sa marque en avant, vraiment apporter une plus-value à l'utilisateur. Voilà. Super, merci pour le complément d'infos. Et je suis en train de regarder, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. J'ai l'impression que il n'y a pas de questions. Merci pour cette présentation précise, facilement compréhensible et cela en 1 heure. Bravo. Donc, bravo Eva, tu as été efficace. Le sujet est vraiment large. Je suis désolée si j'ai parlé un peu vite, mais c'est vrai que il y a Ouais, beaucoup, le beaucoup. timing a été tenu du coup parce que voilà, il est 1h07. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup Eva pour cette présentation qui était riche, dense, mais hyper efficace. Euh, Je vois qu'il y a aussi du coup une personne qui, Barbara, je te donnerai le contact pour voir pourquoi ton site est pas éligible. On échange avec Carole, elle a partagé son, 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 son mail, donc tu pourras échanger avec elle. N'hésite pas à la contacter Oui, oui, directement. parce qu'il y a certains critères effectivement pour entrer dans Ouais, le catalogue, donc peut-être que ça en fait pas partie, mais qu'elle me contacte directement et je la mettrai en relation avec l'équipe éditeur. ok, super. Et donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces infos, pour ce super webinaire. Belle expérience d'avoir co-animé ça avec toi, Eva. Ouais, merci. Merci à toutes les deux pour votre présence. Merci à tous d'avoir répondu présent. Et puis voilà, le replay sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube si vous voulez réécouter certaines infos si ça allait un petit peu vite. Voilà. J'avais une Merci à question. tous. Passez une bonne fin de semaine et puis à très bientôt. Au revoir, merci. Merci beaucoup.